Aujourd'hui, c'est mon 38e anniversaire et je me trouve dans mon propre salon, me sentant comme un étranger qui s'est trompé de maison. Je viens de rentrer d'une longue journée de réunions, remplie de réunions, essayant de conclure un contrat qui pourrait enfin mettre mon activité de conseil sur des bases solides. Et tout ce que je voulais, c'était une bière et peut-être une nuit tranquille avec Mara. Au lieu de cela, j'entre dans cet endroit, l'air sent les bougies à la vanille et le glaçage du commerce, et la table à manger est remplie d'assiettes en carton et d'un gâteau avec ses bougies cireuses bon marché déjà à moitié fondues. La famille de Mara est là, sa mère, son père, sa sœur, Delaney, et même leur petit chien débraillé Pippen, jappant sur mes talons comme si j'étais l'intrus. Ils sourient tous, discutent, se font circuler des tasses de punch comme si c'était un grand événement, mais je n'ai pas l'impression que ce soit pour moi. J'accroche mon manteau près de la porte, j'enlève mes chaussures et j'essaie de me débarrasser de la journée. C'est à ce moment-là que je le vois. Au-dessus du manteau, où Mara accroche toujours ses décorations saisonnières ou quelque chose d'artistique réalisé par Delaney, se trouve un nouveau portrait de famille encadré. C'est grand, brillant, professionnel, ressemblant à celui que l'on verrait dans une publicité de magazine pour une vie de banlieue parfaite. Je m'approche en plissant les yeux, parce que quelque chose ne va pas. Il y a Mara, ses cheveux noirs tirés en arrière, souriant de ce sourire serré qu'elle fait quand elle pose, sa mère est à côté d'elle, tout en perles et chemisiers repassés, et son père a cette grand-mère raide que porte pour les photos. Delaney est là aussi, son écharpe artistique drapée comme il faut, et Pippen est perché sur ses genoux comme un petit roi. Mais moi, je ne suis pas là, pas exactement, mon corps est dans le cadre. Je peux voir mon épaule, le bord de ma veste grise de Noël dernier quand nous avons pris cette photo, mais mon visage a disparu, tronqué, pas flou ni décoloré, juste coupé proprement, comme si quelqu'un avait pris des ciseaux et décidé que je n'y appartenais pas. Ma poitrine se serre et je reste là à regarder, attendant que quelqu'un dise quelque chose. N'importe quoi. Mara rit de quelque chose que Delaney a dit, sa mère s'inquiète pour le gâteau et son père se sert un autre verre. Personne ne regarde la photo. Personne ne me regarde. Je ne sais pas à quoi je m'attendais en rentrant à la maison ce soir. Peut-être une carte, joyeux anniversaire, murmurée pendant le dîner, quelque chose de petit mais réel. Mara a été distraite ces derniers temps, le travail, la dernière exposition d'art de sa sœur, quelle que soit l'excuse qu'elle ait cette semaine, mais j'ai pensé qu'elle se souviendrait au moins que c'était mon jour. Elle avait prévu ça, n'est-ce pas? Les ballons attachés aux chaises, la petite pile de cadeaux sur la table basse, c'est tout elle qui l'a fait. Alors pourquoi ai-je l'impression que je n'en fais même pas partie? J'enfonce mes mains dans mes poches et mes doigts effleurent l'enveloppe que je porte depuis hier. C'est juste un simple papier ivoire, rien d'extraordinaire, mais ce qu'il y a dedans, ces papiers auxquels je m'accroche, ressemblent à une brique contre ma cuisse. Je n'allais pas le lui donner ce week-end. Ce n'était pas le plan. Je me suis dit que j'attendrais, que j'y réfléchirais, peut-être que je lui parlerais seul d'abord. Mais maintenant, debout ici avec ce portrait qui me regarde, quelque chose change. Je peux le sentir comme si un engrenage s'enclenchait. Je ne suis pas invisible, pas encore. Je me dirige vers le canapé et m'assois, laissant Pippen renifler mon genou avant de s'enfuir. Mara jette enfin un coup d'œil dans ma direction, ses yeux me parcourant comme si je faisais partie du meuble. « Tu es en retard, dit-elle. » Pas vif, juste un trafic fatigué, je marmonne, et elle hoche déjà la tête. En revenant à Delaney, qui montre un croquis sur son téléphone, je pourrais dire quelque chose sur le portrait en ce moment. Je pourrais demander pourquoi mon visage n'est pas là, pourquoi personne ne prend la peine de l'expliquer. Mais je ne le fais pas. Pas parce que j'ai peur, juste parce que je veux voir combien de temps ils continueront à prétendre que c'est normal. Le gâteau est coupé et la mère de Mara m'entend une part sur une assiette fragile, avec son sourire poli mais distant. « J'espère que tu aimes le chocolat, dit-elle, comme si elle ne savait pas. Je déteste ça depuis le jour où j'ai rencontré sa fille. Je le prends quand même, le pose sur mon genou et regarde le glaçage se transformer en flaque d'eau. Delaney est en train de déballer un de ses cadeaux, déjà une écharpe ou quelque chose comme ça, je m'en fiche et tout le monde roucoule dessus comme si c'était la fille d'anniversaire. Mes cadeaux, toujours là, une petite boîte enveloppée dans du papier de soie, intacte. Je ne l'atteins pas, je n'en ai pas besoin. Je sais déjà que ce sont des chaussettes,
une cravate ou un autre objet jetable qu'ils ont récupéré à la dernière minute. La nuit s'éternise et je suis coincée là à écouter son père parler de la valeur des propriétés tandis que Mara hoche la tête comme si c'était de l'évangile. De temps en temps, mes yeux reviennent vers cette image. Ce n'est pas une erreur. On ne coupe pas quelqu'un aussi proprement par accident. Quelqu'un a choisi ça, Mara, peut-être, ou Delaney avec son œil artistique, et personne ne dit un mot, pas même un Julien désolé, le cadre était trop petit, ou une faible excuse. C'est comme si je n'étais même pas là, comme si je n'avais jamais été ici. Je pense aux 10 dernières années qui ont permis de bâtir mon entreprise, de payer les factures, de faire fonctionner cette maison, pendant que Mara poursuivait ses rêves et obtenait l'approbation de sa famille. Je pense à la façon dont je l'ai laissé glisser. Tout ça parce que je l'aimais, parce que je pensais que c'était ce que tu fais. Mais l'amour est censé aller dans les deux sens, n'est-ce pas? Mes doigts s'enroulent à nouveau autour de l'enveloppe dans ma poche et je peux sentir les bords des papiers à l'intérieur, nets, réels, indéniables. Je n'allais pas faire ça ce soir. J'allais attendre, laisser passer l'anniversaire, garder le morceau encore un peu. Mais ce portrait a tout changé. Ce n'est pas seulement une image, c'est un message, et j'en ai un à moi. Maintenant. Je m'appuie sur le canapé, laissant le bavardage m'envahir et je décide, demain, j'ai fini d'attendre. Demain, je lui remets cette enveloppe et nous verrons ce qui se passera lorsqu'ils ne pourront plus me rogner. Le dîner bat son plein maintenant et je suis assis au bout de la table comme si certains l'avaient ajouté après coup parce que les chaises ne correspondaient pas correctement. La pièce est bruyante, avec le rire de Mara trop fort. Je sais que je suis exactement là où je suis censée être. Comme si elle essayait de remplir l'espace avec, et les voix de sa famille rebondissant les unes sur les autres comme si elle répétait pour une pièce de théâtre. Je n'ai pas reçu le script. J'ai une assiette de poulet et de purée de pommes de terre devant moi, mais je la déplace simplement avec ma fourchette, regardant la sauce s'écouler dans de petits cratères. Mara est en face de moi, ses cheveux reflétant la lumière du lustre qu'elle a insisté pour que nous l'achetions il y a 3 ans, même si cela coûtait plus cher que le prix de ma voiture. Elle se penche vers Delaney, qui est à côté d'elle, en riant d'une histoire de sa dernière exposition d'art. J'en capte des bribes, quelque chose à propos d'une critique qui a qualifié son travail de brut et comment. Elle est presque sûre que c'était un compliment. La mère de Mara, Hélène, est à ma gauche, s'occupant de l'assiette de Delaney comme si elle était encore une enfant, empilant des haricots verts supplémentaires et disant « Tu dois manger plus, chérie, tu es trop maigre avec tout ça qui court. » Son père, Richard, est à ma droite en train de boire un verre de bourbon et de parler d'un projet de développement de condos dans lequel il investit sur la côte. Il parle des marges bénéficiaires et des lois de zonage, d'une voix basse et ferme, comme s'il donnait une conférence. Et j'acquiesce simplement parce que c'est ce que je fais, hoche la tête. Écoute, reste tranquille. Personne ne me demande rien, personne ne me regarde. C'est mon anniversaire et je pourrais aussi bien être un fantôme assis ici à les regarder accomplir leur petit numéro de famille. Je prends une gorgée d'eau. Personne ne m'a proposé de bière et je n'ai pas pris la peine de demander et j'ai laissé mes yeux dériver autour de la table. Delaney a ce petit sourire suffisant comme si elle savait qu'elle était la star ce soir. Et Mara s'accroche à chacun de ses mots, ses yeux brillants et écarquillés. Hélène est toujours en colère contre Delaney et Richard est trop plongé dans son monologue immobilier pour remarquer quelqu'un d'autre. Le chien Pippen est sous la table, reniflant à nouveau mes chaussures, mais même lui s'éloigne pour mendier des restes à Delaney. Au lieu de cela, je lève les yeux vers la cheminée où ce foutu portrait est toujours accroché, mon visage découpé comme si je n'avais jamais fait partie de l'image au départ. Ce n'est pas seulement la photo qui m'a fait flipper. C'est à quel point ils rendent ça facile, à quel point c'est naturel pour eux de me laisser de côté. Le dîner est censé être pour moi, non? Mara a dit que c'était quand je suis entrée, qu'elle m'a offert ce petit joyeux anniversaire, Anne, avant de se retourner vers sa sœur. Mais les cadeaux qu'ils ont ouverts plus tôt racontent une autre histoire. La mienne était une paire de chaussettes grises, toujours dans le film plastique du magasin, qu'Hélène m'a tendu d'un air distrait. Voici. Julien Delaney a acheté un manteau de marque, en cuir noir, le genre de choses qu'on n'achète pas à moins d'essayer d'impressionner quelqu'un. Mara l'a déballé pour elle, l'a brandi comme si c'était un trophée et tout le monde a applaudi comme si elle avait gagné quelque chose.
Mes chaussettes sont posées sur la table basse, non ouvertes, oubliées. Je me fiche du cadeau lui-même, ce ne sont que des chaussettes, mais c'est la différence qui pique, la façon dont il l'admire, la façon dont il me voit à peine. J'essaie de me joindre à la conversation juste pour tester l'eau. Richard parle toujours de ses condos, alors je me racle la gorge et dis, j'ai moi-même travaillé sur un nouveau contrat. Cela pourrait être un gros contrat pour l'entreprise. Mais Mara m'interrompt avant que je puisse finir. Oh, on en reparlera plus tard, Julian, dit-elle en agitant la main comme si elle ferrait une mouche. Puis elle se retourne vers Delaney pour lui poser des questions sur l'ouverture d'une galerie le mois prochain. Richard ne s'arrête même pas, il continue simplement son investissement, comme si je n'avais pas dit un mot. Hélène est trop occupée à couper du gâteau pour que Delaney le remarque. Et c'est tout. La conversation terminée, je m'assois, sentant la chaleur monter dans mon cou, et prends une autre gorgée d'eau pour la rafraîchir. Je pourrais insister, élever la voix et les faire écouter, mais à quoi ça sert? Ils ont déjà décidé que je n'avais pas ma place ici. Je poignarde le poulet dans mon assiette, mais je ne le mange pas. Mon estomac est trop serré, trop plein d'autres choses. La colère peut-être, ou juste l'épuisement, je ne sais plus. L'enveloppe toujours dans la poche de mon manteau, accrochée près de la porte où je l'ai laissée. Je peux le sentir d'ici comme s'il m'appelait, me mettant au défi de faire quelque chose. Je n'allais pas en parler ce soir. Je me suis dit que je dormirais dessus. Laisse passer l'anniversaire. Détermine quoi dire à Marlowe quand il n'y avait que nous. Mais plus je reste assis ici, plus ça devient lourd. Il rit à nouveau maintenant, tous, d'une blague que Delaney a faite à propos de son professeur d'art. Marla a les larmes aux yeux et Hélène lui tapote la main en disant « Vous êtes trop les filles ». Je ne ris pas, je regarde, je compte. Chaque fois qu'il regarde derrière moi, chaque fois qu'il parle de moi, c'est une autre marque sur une liste que je ne savais même pas que je gardais jusqu'à ce soir. Le dîner se termine et Mara commence à débarrasser les assiettes. Je discute toujours avec Delaney à propos d'une couleur de peinture, elle est obsédée par Hélène qui empile les plats, Richard sert un autre verre et je suis juste assis là. Fait mais pas fini, je repousse ma chaise et me lève. Je monte à l'étage, dis-je d'une voix plate. Mara hoche la tête et dit « D'accord, bonne nuit », comme si de rien n'était. Personne d'autre ne lève les yeux. Je ne vais pas dans notre chambre, pas ce soir. Je me dirige plutôt vers la chambre d'amis, celle avec le matelas bosselé et la fenêtre qui colle. Je ferme la porte derrière moi, la verrouille et m'assois sur le bord du lit en regardant le mur. La maison bourdonne encore de leur voix en bas, mais ici c'est calme, trop calme. Je repense à ce portrait, aux chaussettes, à celui de Mara, nous en reparlerons plus tard. Cela n'arrive jamais. Et puis je pense à l'enveloppe. Ce ne sont pas que des papiers là-dedans, c'est tout ce que j'ai trop peur d'affronter. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais une chose est claire, ils ont agi, me recadrant comme si je n'avais pas d'importance. Maintenant c'est mon tour. Je suis allongée sur le lit d'invité et je regarde le plafond comme si les réponses étaient écrites dans les fissures. Le matelas est fin et s'affaisse au milieu et les draps sentent la lessive à la lavande bon marché que Mara achète en gros. En bas, je les entends encore, le rire de Mara traversant le murmure des voix de sa famille, le bavardage aigu de Delaney, le tintement de la vaisselle pendant qu'il nettoie. C'est mon anniversaire et je suis seule ici, même pas dans notre chambre, parce que cela ressemble à leur territoire. Maintenant les chambres d'hôtes où j'ai atterri et elles sont froides, calmes, séparées. J'enlève mes chaussettes et laisse mes pieds pendre du bord du lit, essayant d'apaiser le bourdonnement dans ma tête. Ce portrait brûle encore dans mon esprit. Mon visage s'est découpé comme si je n'avais jamais été là. Ce n'est pas seulement une image, c'est une décennie de ma vie qui me regarde en me disant que je me suis trompée. Je ferme les yeux et laisse les années défiler dans ma tête une à une, comme si je tournais les pages d'un livre que j'aurais dû laisser depuis longtemps. Je pense à la façon dont je suis arrivée ici, à la façon dont j'ai construit tout ce qu'ils tiennent pour acquis et à la façon dont je me suis laissé croire que c'était suffisant. Il y a 10 ans, j'avais 28 ans, je venais de démarrer mon activité de conseil, je travaillais dans un bureau loué avec un plafond qui fuyait et une cafetière qui fonctionnait à peine. J'ai rencontré Mara au barbecue d'un ami. Elle était tout sourire et tranchante, le genre de femme qui pouvait se frayer un chemin vers n'importe quoi. J'aime ça chez elle.
Elle avait une fille, Tessa, alors âgée de 7 ans, avec de grands yeux et une attitude calme. Cela ne me dérangeait pas. Je pensais que je pourrais le gérer. Être un beau-père qui fonde une famille. J'ai travaillé dur la nuit, le week-end, tout ce qu'il fallait pour transformer cette petite entreprise en quelque chose de réel. Quand Tessa avait 10 ans, j'ai acheté cette maison et j'ai payé l'hypothèque moi-même parce que le travail de Mara à la galerie ne couvrait pas grand-chose. J'ai également créé un fonds en fiducie pour Tessa, en économisant de l'argent pour qu'elle puisse aller à l'université un jour, peut-être dans une école d'art comme sa mère et tout ça. Mara ne m'a jamais demandé de le faire, je l'ai juste fait parce que c'est ce qu'on fait quand on s'en soucie. Je pensais que ça signifierait quelque chose pour eux. Mais allongé ici maintenant, je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un a dit merci ni Mara, ni Tessa, pas même un signe de tête de ses parents. C'est comme s'ils s'y attendaient, comme si c'était mon travail de faire fonctionner tout pendant qu'ils vivaient leur vie. Je roule sur le côté, les ressorts grincent sous moi, et je pense à il y a 2 ans, quand les choses ont commencé à craquer. J'ai été licencié chez un gros client et la moitié de mes revenus a disparu du jour au lendemain. Je suis rentrée à la maison ce jour-là, les mains tremblantes et j'ai dit à Marlo pendant le dîner qu'elle avait à peine levé les yeux de son téléphone. C'est peut-être un signe, dit-elle. Décontracté comme tout, vous devriez peut-être vous concentrer sur le lancement de la galerie de Delane. C'est un gros problème pour elle. Je l'ai regardée attendant autre chose, une préoccupation, une question, n'importe quoi, mais elle a continué à faire défiler la page. Je n'ai pas discuté. J'ai signé des contrats plus petits, j'ai reconstruit ce que je pouvais, j'ai gardé les factures payées. La galerie de Delane a ouvert ses portes, a fait un échec en 6 mois et personne n'en a reparlé. Je n'ai pas reçu d'excuses, je ne les ai pas reçues, tu avais raison, juste le silence. Et puis il y a eu notre anniversaire. L'année dernière, notre 9e. J'avais prévu un dîner, rien d'extraordinaire, juste un endroit au bord du lac que nous aimions. J'ai rappelé à Mara ce matin-là et elle a dit « Oh, c'est vrai, bien sûr ». Mais quand je suis rentrée à la maison, elle n'était plus là. Elle s'est rendue chez ses parents avec Delane pour célébrer une récompense, sa sœur a remporté le prix du meilleur nouvel artiste ou quelque chose du genre. J'ai mangé seule ce soir-là, réchauffé les restes pendant qu'Hélène portait un toast à Delane. Au téléphone, Mara m'a envoyé un texto plus tard. Désolée, j'ai été rattrapée. La prochaine fois, il n'y en avait pas la prochaine fois, je me suis dit que c'était bien que j'exagère, que les mariages connaissent des moments difficiles, mais les moments difficiles ne durent pas une décennie. Je m'assieds maintenant, passant mes mains dans mes cheveux, sentant le poids de tout cela, appuyant sur les enveloppes encore dans mon manteau, en bas, et je peux l'imaginer, ces papiers, j'ai trouvé la preuve que je n'étais pas censée voir. J'ai passé des mois à tout reconstituer, tard dans la nuit après que Marlo se soit couché, à fouiller dans des fichiers et des courriels dont je ne voulais pas croire qu'ils étaient réels. Tout a commencé avec le fonds en fiducie, un formulaire fiscal qui ne correspondait pas, mais c'est plus gros que ça. Maintenant, c'est la propriété au bord du lac, les prêts commerciaux, la façon dont ils m'ont saigné à blanc. Pendant que je souriais et hochais la tête, je me disais que je suis trop sensible, trop paranoïaque, que je lis mal. Je regardais Mara de l'autre côté de la table du petit déjeuner, riant d'un message de Delane, et je pensais qu'elle ne me ferait pas ça. Ce n'est pas cette personne. Mais ce portrait de ce soir, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème d'impression. Quelqu'un a décidé que je n'étais pas à ma place et ils ont tous accepté. Mara l'a accroché là où je le voyais, et n'a pas dit un mot. Sa mère ne s'y a pas, son père s'en fichait, Delane a probablement ri quand elle l'a vu. Et Tessa, elle est en bas maintenant, probablement en train de publier des articles sur sa famille parfaite sur son téléphone, sans même se rendre compte de mon absence. Je me lève, arpente la pièce, le bois dure froid sous mes pieds. La chambre d'amis est nue, juste un lit, une table de nuit, une lampe qui vacille. Si tu le cognes, c'est là qu'ils me mettent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre de moi. Je m'arrête près de la fenêtre, je l'ouvre, je laisse l'air de la nuit me frapper le visage. Ça sent fort la pluie qui arrive, et pendant une seconde, ça me vide la tête. J'ai passé des années à trouver des excuses. Mara est occupée, sa famille, juste comme ça. Je ne suis pas du genre à avoir besoin d'attention, mais j'ai fini de me mentir.
Cela illustre la vérité qu'ils ont cachée à la vue de tous. Je n'en fais pas partie. Je ne l'ai jamais été. Ma main se serre en un point et je m'appuie contre le mur, respirant lentement, les enveloppes attendant. Je n'allais pas l'utiliser, pas encore, pas comme ça. Mais ils m'ont forcé la main. Je pense à demain, à descendre les escaliers et à le poser sur le comptoir, à regarder le visage de Mara quand elle voit ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'elle va dire, je ne sais pas comment ils vont le tourner, mais je sais une chose, je ne suis pas invisible, plus maintenant. Je retourne me coucher, remonte la couverture et ferme les yeux. Les voix en bas s'estompent et pour la première fois depuis des années je ressens quelque chose de solide, comme si je me réveillais. Je me réveille avant même que le soleil ne se lève, allongé dans la chambre d'amis avec ce matelas grumeleux enfoncé dans mon dos, pensant à comment je suis arrivée ici. Pas seulement ce lit, mais ce désordre. La maison est calme maintenant. Plus de rire ou de plats qui tintent en bas, juste le bourdonnement du chauffage qui s'allume et le léger ruisseau du mur qui s'installe. Mon anniversaire est techniquement terminé. Et je revis encore ce foutu portrait dans ma tête, mon visage a disparu, comme si je n'en avais jamais fait partie. Mais ce n'est pas seulement la photo qui m'empêche de dormir, c'est aussi l'enveloppe dans la poche de mon manteau, celle que je porte depuis des semaines, celle que je n'étais pas sûre d'utiliser un jour. Je roule hors du lit, mes pieds heurtent le sol froid, et j'enfile le jean d'hier, je ne m'embête pas encore avec une chemise, je me dirige simplement vers la fenêtre et je regarde la cour sombre, les ombres des arbres qui s'étendent longues et minces. Mon esprit est déjà revenu il y a des mois au moment où tout a commencé, lorsque j'ai découvert la première fissure dans la vie que je pensais avoir construite. C'était un jeudi soir, Mara était sortie avec Delaney pour une soirée à la galerie, et j'étais seule à la maison en train de trier les papiers fiscaux à la table de la cuisine. Cela fait des semaines que je le remets à plus tard. Les chiffres ne sont pas ce que je préfère, mais je suis douée pour eux, douée pour garder les choses claires. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, un élément de ligne sur le relevé du fond en fiducie qui ne correspondait pas à ce dont je me souvenais. Un retrait, majeur, lié à une propriété à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années, la maison au bord du lac que mon parrain m'a laissée quand j'avais 25 ans. Je m'assois sur le bord du lit et je me frotte maintenant les yeux, me rappelant comment je l'ai effacé au début, pensant que c'était une erreur, une faute de frappe, quelque chose que je clarifierais avec un coup de téléphone. Mais cela m'a un peu harcelé et vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors j'ai commencé à creuser. J'ai sorti de vieux dossiers du coffre-fort du garage, celui que Mara ne touche jamais parce qu'elle dit qu'il est trop lourd à ouvrir, j'ai trouvé l'acte de propriété au bord du lac, mon nom dessus, clair comme le jour, daté juste après le décès de mon parrain. Je n'en avais jamais fait grand-chose, je payais juste les impôts chaque année, je pensais que je le réparerais un jour quand la vie serait lente. Mara était au courant. Nous en avons parlé très tôt, à l'époque où nous rêvions encore ensemble. Elle avait dit que c'était un taudis, que ça n'en valait pas la peine, et je lui faisais confiance. Pourquoi pas? Alors je l'ai laissé reposer. Mais cette nuit-là, en feuilletant ces papiers, j'ai vu autre chose, un document de transfert datant de 5 ans, décalant le titre de mon nom. La signature de Mara était dessus, notoirement propre comme n'importe quoi. À côté, un formulaire de procuration que j'avais signé lors de mon opération chirurgicale il y a 10 ans, lui donnant un contrôle temporaire sur mes affaires pendant mon absence. Je ne l'ai jamais mis en ligne, je n'ai jamais pensé que j'en aurais besoin. Elle l'avait utilisé pour déplacer la propriété. Aucune discussion, aucun avertissement, rien. Je me lève maintenant et arpente la chambre d'amis, ressentant dans ma poitrine la même chaleur que celle que j'avais alors. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai juste continué à consulter des relevés bancaires, des listes de propriétés, tout ce que je pouvais trouver en ligne. Au matin, j'avais une trace, la maison au bord du lac avait été vendue à une société écran liée au collectif artistique de Delaney, puis rénovée grâce à un prêt cosigné par Mara, puis louée pour un montant qui n'a jamais touché notre compte commun. J'ai également trouvé des emails enfouis dans un vieil ordinateur portable. Mara est partie au sous-sol entre elle et son père, parlant de la perfection de la propriété, garantie de la grande rupture de Delaney. Elle m'a dit que cela ne valait rien, qu'il l'abandonnerait parce que les taxes étaient trop élevées. Je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Mais c'était là, en noir et blanc. Il l'avait pris, retourné,
utilisé pendant que j'étais là-bas à travailler pour maintenir cette maison à flot. J'y pense maintenant, mes pieds nus tracent un chemin dans le tapis et c'est comme un coup de poing dans le ventre. 10 ans de mariage et elle n'a même pas scié. J'ai arrêté de faire les 100 pas, je me suis appuyé contre le mur et j'ai laissé ma tête penchée en arrière. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Griervon. C'est un avocat. J'ai rencontré un client il y a quelques années, un gars calme, aux yeux perçants, du genre à ne pas gaspiller ses mots. Je n'ai pas dit à Mara que je le rencontrais. Je me suis rendu à son bureau un samedi, je lui ai tendu la pile de papier que j'avais imprimé et je lui ai dit, « Dis-moi, je ne suis pas fou. » Il n'a pas ri, n'a pas haussé les épaules, il a simplement étalé les documents sur son bureau et a commencé à lire. 2 heures plus tard, il a levé les yeux et a déclaré, « C'est une fraude, Julien. » Titre, fraude, faux, abus de procuration. Vous avez un dossier solide. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête, mais à l'intérieur j'étais sous le choc de la fraude. Ma femme, ma famille, Greer, m'ont accompagné. La propriété m'appartenait toujours légalement. Le transfert était superflu parce que je ne l'avais jamais autorisé, et l'argent qu'ils avaient gagné avec cela. Le loyer, les prêts, tout était traçable. Il m'a demandé ce que je voulais faire, porter plainte, aller voir les flics, les confronter? Je lui ai dit que je ne le savais pas encore. J'avais besoin de temps. Alors il m'a aidé à le construire, réunion tranquille, historique des titres, relevé bancaire, email, tout enfermé dans un dossier que je gardais caché dans mon bureau. Je ne voulais pas l'utiliser, non. Alors. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y avait peut-être une explication, que peut-être que Marlo me dirait la vérité si je lui demandais franchement. Mais je n'ai jamais demandé et elle n'a jamais dit un mot. Je suis de retour sur le lit, regardant à nouveau le plafond. L'aube commence à se faufiler à travers la fenêtre en fine traînée grise. Cette enveloppe contient tout, le dossier de Greer, les preuves, toute cette foutue histoire. Je l'ai portée partout comme une arme chargée, attendant le bon moment, ou peut-être juste trop effrayée pour appuyer sur la gâchette. Mais hier soir, tout a changé, le portrait, les chaussettes, la façon dont il riait devant moi. Il ne s'agit plus seulement de la propriété, il s'agit de moi, de la façon dont ils m'ont effacé petit à petit, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une ombre dans ma propre vie. Je pense à Mara qui dort en bas, à sa famille étendue dans le salon, à Tessa sur son téléphone. Comme toujours, ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils ne savent pas que j'ai vu clair. Je me lève, attrape ma chemise sur la chaise et l'enfile lentement, bouton par bouton, les enveloppes attendent, et moi aussi. C'est aujourd'hui le jour où je peux le sentir. Je ne suis plus l'homme invisible. C'est moi qui tiens les cartes et ils sont sur le point de découvrir ce qui se passe lorsque je les joue. Le matin arrive lentement, le genre de lumière grise qui s'infiltre à travers les rideaux et rend tout lourd. Je suis en bas maintenant, assis devant l'îlot de la cuisine avec une tasse de café que je me suis préparé moi-même noir, sans sucre, comme j'aime quand j'ai besoin de penser clairement. La maison se réveille encore, mais je suis debout depuis des heures, le matelas de la chambre d'amis trop raide pour me laisser dormir sur mes manteaux accrochés près de la porte, l'enveloppe toujours rangée dans la poche et je la sens tirer sur moi comme si elle avait son propre battement de cœur. Je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, pas comme ça, pas avec la famille de Mara toujours là. Mais la nuit dernière, quelque chose a basculé en moi. Ce portrait, comme ils m'ont brossé les chaussettes, restait fermé pendant que Delaney faisait défiler son manteau. Tout est empilé et j'ai fini de le porter. La cuisine est silencieuse, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le goutte à goutte de la cafetière. Mais je sais que ça ne restera pas ainsi. J'entends des pas à l'étage, le craquement du parquet, puis la voix de Mara, douce et étouffée, disant probablement à sa mère de descendre prendre le petit déjeuner. Je prends une gorgée de café, je le laisse me brûler la langue et j'attends. C'est ça? Plus de décrochage. La première à descendre était Tessa, qui arrive avec son téléphone déjà à la main, les pouces tapotant sur un poste. Elle sous-titre probablement le meilleur week-end de ma vie. Elle a 17 ans maintenant, avec de longues jambes et des pommettes pointues, ressemblant davantage à Mara au quotidien. Elle ne dit pas bonjour, prend juste un yaourt dans le réfrigérateur et se laisse tomber sur un tabouret à 2 places, les yeux rivés sur son écran.
Je la regarde pendant une seconde, me demandant si elle sait que c'est mon week-end d'anniversaire, me demandant si elle s'en soucierait si elle le savait. Matin, dis-je en gardant ma voix égale. Elle lève les yeux, me fait un demi-hochement et retourne à son téléphone. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Vient ensuite la maman d'Hélène Marat, les cheveux relevés et son pull repassé comme si elle était prête pour une séance photo. Elle me sourit, cette petite courbe polie qui n'atteint jamais ses yeux, et dit « Oh, Julien, tu te lèves tôt. As-tu bien dormi ?» J'acquiesce, je marmonne, bien, et elle se dirige déjà vers le comptoir et sort une miche de pain pour porter un toast, comme si l'endroit lui appartenait. Richard n'est pas là, loin derrière ses pantoufles qui éraflent le sol, le visage encore plissé par le sommeil. Il grogne un bonjour, se sert du café et s'assoit à table avec le journal de la veille. Delaunay est arrivé pour la dernière fois avec ses cheveux en désordre et sa voix trop forte, disant quelque chose sur le fait qu'elle mourrait de faim après toute l'excitation de la nuit dernière. L'ai interrompu. Vous l'avez fait, dis-je, aussi simple que cela, vous l'avez tous fait. Je regarde autour de moi, les yeux écarquillés d'Hélène, la mâchoire serrée de Richard, le choc de Delaunay, la confusion de Tessa et c'est comme si je les voyais pour la première fois. Pas ma famille, pas mon peuple, juste une bande d'étrangers qui m'épuise. Je repousse mon tabouret, me lève lentement et attrape ma moquerie. Je serai dehors, dis-je, et je sors, les laissant avec le désordre. Ils ont fait ouvrir les enveloppes. Maintenant la vérité est révélée et je n'attends pas leurs excuses. Pas aujourd'hui, plus jamais. Je me tiens maintenant sur le porche arrière, l'air froid me mordant les jointures alors que je saisis ma boue de café, regardant la vapeur s'enrouler et disparaître dans la matinée grise. À l'intérieur, la cuisine est devenue silencieuse. Plus de bruit de vaisselle ni de bavardage nerveux de Marat, juste un silence épais et pesant que je ressens à travers les murs. Je les ai laissés là avec l'enveloppe, ces papiers étalés sur le comptoir comme des aveux. Ils ne peuvent pas reprendre mon cœur balachamade. Mais ce n'est plus de la peur ou de la colère, c'est autre chose, quelque chose de stable, comme si je sortais enfin d'un brouillard. Je ne savais pas. J'étais devant la porte, des gâteaux derrière moi, et je ne me retourne pas, je prends juste une autre gorgée de café et je laisse le goût amer me broyer. C'est Delaunay qui sort la première, sa voix aiguë et forte, traversant le silence. Que se passe-t-il, Julien ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Demande-t-elle, comme si je lui devais une explication. Je me retourne lentement, la regarde debout, les bras croisés, le visage tout pincé et rouge, et je ris presque. Elle tient une des pages et l'agite comme si c'était un accessoire dans sa prochaine grande scène. Marat est derrière elle, pâlit toujours les yeux, s'écoulant entre moi et le sol, comme si elle attendait que quelqu'un lui dise quoi faire. Je mets ma tasse sur la balustrade, traverse mes bras et je me penche contre le poteau. Tu le lis, je dis calme comme je peux gérer. À vous de me dire. La bouche de Delaunay s'ouvre, puis se ferme, et elle regarde Marat comme si elle était censée réparer cela. Marat s'avance, ses mains se tordant ensemble et sa voix sort petite, tremblante. Julien, parlons-en seuls, d'accord, nous n'avons pas besoin de le faire devant tout le monde. Je secoue la tête, lente et délibérée. Non, je dis que vous l'avez ouvert là-dedans, tu le voulais, donc c'est sorti. Elle tressaillit et je peux voir les larmes commencer à se répandre maintenant sur ses joues. Mais je ne bouge pas, je ne ramollisse pas cette fois. Hélène est à la porte, ensuite, en regardant avec cette mère inquiet, regardez qu'elle est si bonne et Richard est derrière elle, le visage fort, comme s'il était prêt à prendre les choses en main. Tessa est toujours à l'intérieur. Je peux la voir à travers le verre planant près de l'île, son téléphone oublié pour une fois. Ils sont tous là, tout le putain de casting, et je suis au centre de la scène. Que je veuille l'être ou non, je prends une respiration, je laisse sortir lentement et commence à parler. Cette propriété, la maison au bord du lac, était à moi, laissée par mon parrain. Tu le savais, Marat. Nous en avons parlé, mais vous l'avez quand même pris, signé mon nom, utilisé un avocat que je n'ai jamais accordé, je l'ai déplacé en compagnie pour le truc de l'art de Delaunay. Je regarde Delaunay et elle me regarde, mais il y a un sentiment autre chose, la culpabilité peut-être. Il a été rénové, loué, utilisé pour les prêts, le tout sans moi, sachant que vous collectez de l'argent dessus depuis des années et je n'ai pas vu dessous.
Mara pleure plus fort maintenant, secouant la tête comme elle peut le rendre faux. Ce n'était pas comme ça, Julian. Je jure. Nous essayions juste d'aider Delaney à démarrer. Ce n'était pas personnel. Je ris alors, court et rugueux, car c'est la chose la plus stupide qu'elle aurait pu dire. Pas personnel. Je répète, en me rapprochant, tu m'as volé, tu as menti sur mon visage, m'a dit que ça ne valait rien. Permettez-moi de penser que c'était parti. C'est aussi personnel que possible. Hélène coupe dans sa voix haute et serrée. Maintenant, Julian, ne faisons pas exploser cela hors de proportion. Nous sommes une famille. Nous pouvons résoudre ce problème. Je me tourne vers elle et elle prend du recul, comme si elle ne m'était pas habituée, la regardant directement. La famille ne me crée pas hors de la photo, Hélène, dis-je, hochant la tête vers le salon où ce portrait est toujours suspendu. La famille ne me traite pas comme une banque dans laquelle ils peuvent plonger chaque fois qu'ils en ont envie. Richard s'éclaircit, finalement, qui sortait ses mains dans ses poches comme s'il était sur le point de négocier un accord. Regardez, fils. Il commence et je l'ai coupé rapidement. Je ne suis pas ton fils, dis-je, et sa mâchoire se resserre, mais il ne le pousse pas. Le mien de Property. Je continue. A toujours été le faux du transfert. Greer a la preuve et j'ai déjà déposé le reprendre. Les locataires sont informés, les comptes sont gelés et je vais après chaque centime. Vous l'avez fait. C'est ce que disent ces papiers. Delaney haletait fort et dramatique comme si elle était dans un feuilleton. Vous ruinez tout. Elle claque, jetant la page sur le porche. Cette maison était censée financer mon prochain spectacle. Savez-vous à quel point j'ai travaillé dur ? Je la regarde, vraiment, la regarde, et tout ce que je vois, c'est un enfant qui n'a jamais eu à gagner rien. Ouais, je dissèque comme de la poussière. Je sais à quel point j'ai travaillé dur. C'est la différence. Mara sanglotant maintenant ses mains sur son visage, et Hélène essaie de lui tapoter l'épaule, marmonnant quelque chose pour s'appeler. Richard me regarde, ses yeux froids, comme s'il me dimnait. Tessa sort alors, sa voix petite mais claire, attendez, qu'est-ce que cela signifie pour le fonds en fiducie pour mes frais de scolarité le semestre prochain ? Je me tourne vers elle et pendant une seconde, je ressens un paiement. Elle est toujours un enfant pris dans ce gâchis que sa mère a fait, mais je ne mens pas. Cela signifie que le semestre prochain est sur votre vraie famille, dis-je, hochant la tête vers Mara et le reste. Je vous ai payé depuis assez longtemps. Son visage froisse et elle regarde Mara, mais Mara est trop occupée à pleurer pour répondre. Le porche est maintenant un gâchis, des larmes, des regards, des papiers froissés, dispersés par le vent. Mais je suis stable. Je ramasse ma tasse, je prends une dernière gorgée et je la remets. J'ai fini ici, dis-je. En regardant Marlowe une fois de plus, ses yeux rencontrent les miens, rouges et mouillés, et j'attends qu'elle dise quelque chose, tout ce qui pourrait changer cela. Elle ne chuchote pas seulement Julian s'il vous plaît. Comme ça suffit, ce n'est pas. Je passe devant eux à travers la cuisine, attraper mon manteau sur le crochet et dirige la porte. L'enveloppe toujours sur le comptoir, des pages débordant. Mais je n'en ai plus besoin, ils l'ont vu et c'est ce qui compte. Je sors, le froid me frappe en plein et tire mes clés de ma poche. Ma voiture est dans l'allée, la même vieille berline que j'ai conduite depuis des années, et je monte, je commence le moteur et je me retire sans regarder en arrière. Ils sont toujours sur le porche. Je parie Mara pleurant, Delaney hurle, Richard complote, mais je m'en fiche. La route s'étend devant, vide et silencieuse, et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Ce n'est pas la fin, c'est le début, et je ne regarde pas en arrière. Je m'éloigne de la maison. Maintenant, le volant fera froid sous mes mains. Le bourdonnement du moteur remplissant le silence que j'avais envie depuis des années. Les rues, calmes, juste la faible lueur des lumières du porche et le bruissement des feuilles qui tiennent sur le trottoir. Je ne sais pas encore où je vais, pas exactement, mais je garde mon pied sur le gaz, laissant la route me prendre quelque part qui n'est pas là. Mes manteaux sur le siège passager, l'enveloppe qui s'échappe toujours de la poche, mais il semble plus léger maintenant, comme si j'avais perdu quelque chose de plus lourd que du papier. Je les ai laissés sur le porche, Marla pleurant, Delaney Fimring, Hélène flottant comme un oiseau nerveux,
Richard flagrant comme s'il pouvait me laine à l'intérieur. Le visage de Tessa m'a collé le plus longtemps. Cela l'a confondu dans ses yeux quand j'ai dit que ses frais de scolarité étaient sur eux maintenant. Mais je le secoue. J'ai porté leur poids assez longtemps. Le rétroviseur montre que la maison se rétrécit, les lumières se brouillant au loin, et je ne regarde pas en arrière, pas cette fois. Je tourne sur l'autoroute, le ciel est toujours gris mais commence à éclaircir sur les bords, et je décide tout de suite que je me dirige vers la propriété au bord du lac. C'est à moi encore la mienne, légalement, et c'est le seul endroit où ils ne peuvent plus me toucher. Le trajet est long, près de 2 heures, et je laisse mon esprit errer alors que les kilomètres passent, je pense à ce que je me sentais de sortir, calme, propre, pas de cris ou de claqueurs de porte, juste moi en train de m'éloigner comme si j'aurais dû avoir des années. Je pense aux larmes de Mara, à la façon dont ils ne m'ont pas ému comme ils le faisaient et à la façon dont la crise de Delaney ressemblait plus à un enfant qu'à un artiste, mon téléphone dans le détenteur de la coupe bourdonnant déjà de textes que je ne lis pas. Je sais ce qu'ils diront, Mara me suppliant de revenir, Delaney me maudit, peut-être Hélène avec un voyage de culpabilité sur la famille. Je m'en fiche. Je tourne la radio à basse, une vieille station de rock crépitante à travers les haut-parleurs, et je l'ai laissé noyer le bruit dans ma tête. Au moment où je m'arrête à la maison au bord du lac, le soleil se brise juste sur l'eau, la peignant en or et rose. L'endroit a l'air plus rugueux que je ne me souviens, épluchant de la peinture, de l'herbe envahie par la végétation, un quai à moitié coulant dans le lac, mais c'est réel. C'est le mien. Je gare la voiture, je sais mon manteau et je sors du gravier qui craque sous mes bottes. L'air sans lapin et l'eau, tranchante et propre, et je prends une profonde inspiration, la laissant me remplir. À l'intérieur de la maison se trouve un gâchis, plancher poussiéreux, meubles dépareillés, les locataires laissés pour compte, une cuisine avec des comptoirs ébréchés et un réfrigérateur qui gémit quand je l'ouvre, mais il est calme, pas de voix, pas d'attente, juste moi et le son du lac à l'extérieur. Je dépose mon manteau sur une chaise, je marche jusqu'à la fenêtre et je regarde l'eau. C'est là que je recommence. Je passe le premier jour à me promener en train de faire du stock, des fenêtres fissurées. Je peux réparer un toit qui a besoin de murs patching, mendiant de peinture. Je n'ai pas grand-chose avec moi, juste ce qu'il y a dans la voiture, quelques vêtements, une brosse à dents, mais c'est suffisant. Cet après-midi-là, je trouve une quincaillerie en ville, je prends des canettes de peinture et des pinceaux et je me rendus au travail. Le premier mur que je m'attaque est dans le salon, un beige fané qui devient blanc croustillant sous mon rouleau. C'est lent, désordonné, mes mains collantes de peinture, mais ça fait du bien. Mieux que de s'asseoir dans cette cuisine en les écoutant comme si je n'existais pas. À la tombée de la nuit, un mur est terminé et je m'assois sur le sol avec une bière. J'ai trouvé dans le réfrigérateur la douleur dans mes bras, une sorte de pièce que je n'ai pas ressentie depuis des années. Les jours se brouillent après cela. Je peins plus de murs, transporte des ordures sur le trottoir, répare le quai avec un marteau et quelques ongles. Je suis un hangar en arrière. Mon téléphone continue de bourdonner. Les textes de Mara vont de s'il vous plaît rentrer à la maison, nous devons parler. Vous êtes égoïste et je ne réponds pas. Delaney envoie des notes vocales. Sa voix est stridente et furieuse, me appelant un imbécile, un traître, disant que j'ai ruiné sa vie. Je les supprime sans écouter la fin. Tessa publie quelque chose de cryptique en ligne. Je l'attrape quand je vérifie mon email une nuit, quelque chose à propos de la confiance en tant que mensonge. Mais elle ne m'envoie pas de message directement et je ne tends pas la main. Ils les saisissent tous en essayant de me ramener dans leur orbite, mais je ne vais pas. Je recommence à pêcher, quelque chose que je n'ai pas fait depuis que je suis enfant. Le froid du lac, les poissons sont petits, mais debout sur ce quai branlant avec une ligne dans l'eau, c'est en récupérer quelque chose qu'ils m'ont pris. J'attrape une truite un matin, je la fais cuire au-dessus d'un feu. Je reviens et le mange seul sous les étoiles. C'est simple, salé, la meilleure chose que j'ai goûtée depuis longtemps. La maison commence à se sentir comme la mienne. Les murs sont blancs maintenant, le quai tient régulièrement, l'herbe est coupée avec une tondeuse rouillée que j'ai trouvée dans le hangar. Je n'ai pas grand-chose, juste un sac de couchage sur le sol, une chaise pliante, quelques plats, mais je n'ai pas besoin de beaucoup. Le silence n'est plus vide. C'est plein de choses que j'avais oubliées. J'ai aimé, le son du vent, le ruisseau des planches,
la façon dont la lumière frappe l'eau. À l'aube, mon téléphone se calme après une semaine. Le dernier texte de Mara est un bon film, faites ce que vous voulez et les diatribes de Delaney se rétrécissent. Tessa publie toujours, mais c'est moins pointu. En savoir plus sur ses amis maintenant. Je ne sais pas ce qu'ils font. Là-bas, comment ils le tournent à eux-mêmes, et je m'en fiche. Je suis ici à respirer, à réparer ce qui est à moi. Une nuit, je m'assois sur le porche avec une autre bière, en regardant le lac onduler sous la lune, et je réalise quelque chose. Je ne suis plus en colère, pas chez Mara, pas dans sa famille, pas même à moi-même de l'avoir laissé aller si longtemps. J'ai juste fini. Cet endroit, cette vie, c'est petit, rugueux, mais c'est réel, et pour la première fois depuis des années, je dors toute la nuit, le son de l'eau qui me transporte, comme si c'était tout ce que je laissais. Je suis assis dans la maison au bord du lac maintenant, un mois dans cette nouvelle vie, et ça commence à se sentir comme un endroit où j'appartiens. Les murs sont tous peints blancs, lisses et propres, et le ruisseau dessole moins. Après avoir resserré quelques planches avec des vis de la quincaillerie, j'ai un fauteuil bleu marine dans le coin, quelque chose que j'ai ramassé dans une friperie en ville mais solide, le genre que mon père avait quand j'étais enfant. Il y a une petite table à côté de lui tenant une pile de livres. J'ai lu de vieux livres de poche. J'ai trouvé dans une boîte que les locataires ont laissé et un tourne-disque que j'ai acheté sur un coup de tête. C'est l'aiguille qui gratte de la mélodie de blues. Je ne connais pas le nom d'eux. La cuisine a maintenant quelques bases, une bouilloire, une poêle, un ensemble d'assiettes dépareillées. Cela ne me dérange pas d'utiliser. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le mien et chaque pièce ressemble à un choix que j'ai fait, pas quelque chose qui m'a été remis ou attendu de moi. À l'extérieur du lac brille sous le soleil de fin d'après-midi et j'entends l'eau rodage contre le quai que j'ai fixé la semaine dernière. Je ne fume plus de rien. Je construis quelque chose de lent et de stable et il suffit de me faire avancer. Les locataires sont toujours là, 2 d'entre eux dans le petit chalet d'Aix-en-Grave côté qui fait partie de la propriété. Ils sont un jeune couple, des types calmes, et quand je leur ai dit que je prenais la place, ils ne se sont pas battus. Il a juste demandé s'ils pouvaient rester. J'ai dit oui, j'ai laissé tomber leur loyer de 10% parce que je n'ai pas vu l'intérêt de les gouer, et ils sont décents depuis. Un matin, le gars, je pense que son nom a laissé une note sous ma porte. Vous êtes le premier propriétaire qui ne m'a pas fait sentir comme un inconvénient, merci. Je ne savais pas quoi dire à ça donc je n'ai rien dit, je lui ai hoché la tête. Quand je l'ai vu par la boîte aux lettres plus tard, cela m'a collé avec moi, ce petit morceau de papier. J'avais passé des années avec la famille de Mara qui me traite comme si j'étais sur le chemin, et voici l'étranger me remerciant de ne pas être un con. C'est drôle à quel point les petites choses vous frappent plus fort lorsque vous recommencez. Je garde la note dans un tiroir, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là avec les reçus de peinture dans la ligne de pêche que j'ai acheté. J'ai aussi rencontré le voisin, Harriet, un architecte à la retraite qui vit à travers le chemin de terre dans une maison avec plus de fenêtres que de murs. Elle est plus âgée, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris. Elle se rattache et une façon de parler qui est nette mais chaleureuse, comme si elle vous dimensionne mais enracinez-vous pour vous de toute façon. Elle s'est présentée un jour avec un thermos de café et une assiette de biscuits, a dit qu'elle m'avait vu travailler sur le quai et pensait que je pouvais utiliser une pause. Nous nous sommes assis sur mon porche, bien qu'il soit toujours en train de se débrouiller sous nous, et nous avons parlé de rien de grand, du lac, du temps, de la façon dont elle a dessiné des plans pour un jardin qu'elle ne construira jamais. Je ne lui ai pas parlé de Mara, de l'enveloppe ou de tout cela. Je n'en avais pas besoin. Elle n'a pas demandé non plus, sirota simplement son café et a souligné où le poisson mordit le mieux. C'était facile de lui parler comme si je n'avais rien à prouver. Nous l'avons fait plusieurs fois depuis, le café sur le porche, parfois une bière si la journée est chaude, et c'est la première fois depuis des années que je me sentais entendue sans dire grand-chose. Elle n'est pas de la famille, pas exactement une amie, mais elle est quelque chose et c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Ici, la maison se rassemble petit à petit. J'ai un matelas maintenant, plus un sac de couchage sur le sol, installé dans la chambre avec une vue sur l'eau. Les fenêtres sont rapiécées, la tenue du toit et j'ai commencé à nettoyer la cour envahie, transportant des brosses à un tas que je brûlerai quand le vent est à droite. Je ne le précipite pas. Il n'y a pas de date limite, personne ne respire dans mon cou,
et c'est la meilleure partie. Je travaille quand je veux, arrête quand je suis fatigué, asseyez-vous sur le quai avec une ligne dans l'eau quand j'ai besoin de penser. Mon activité de consultation continue toujours. Je prends des appels du Porsche, envoie des emails d'un ordinateur portable équilibré sur cette petite table, garder les contrats que j'ai sans courir plus. Il suffit de payer les factures, de garder les lumières allumées, d'acheter de la peinture et de l'épicerie. Je n'ai pas besoin de grand-chose d'autre. Le silence ici n'est pas lourd comme il était dans la vieille maison. C'est ouvert, plein de sons. J'apprends à aimer le bruissement des feuilles, les éclaboussures d'un poisson, la façon dont le vent fredonne les pins. Je dors mieux maintenant, profond et sans rêve, me réveillant au soleil, au lieu d'une alarme ou de la voix de Mara me tirant dans son monde. Mon téléphone est plus calme ces jours-ci. Mara a cessé d'envoyer des SMS après ce dernier. Faites ce que vous voulez. Et les diatribes de Delaney se sont aussi séchées. Les messages de Tessa ne me mentionnent plus. Elle est de retour aux selfies et à ses amis. Comme moi, je ne faisais jamais partie de son histoire. Je ne vérifie pas grand-chose, juste assez pour savoir qu'ils avancent ou font semblant de le faire. Je ne suis plus en colère, pas contre eux, pas contre moi-même. C'est comme si je laissais ça derrière moi quand je suis partie. Laissez-le s'enfoncer dans le trottoir avec la maison et le portrait et tout leur bruit. Je suis ici maintenant meuble de cet endroit avec des choses que je choisis, pas des choses qu'ils ont décidées pour moi. Le fauteuil est mon préféré, le bleu marine, un peu peur, mais ça me convient. Cela me rappelle de m'asseoir sur les genoux de mon père quand j'étais petit, l'écouter à la radio, le disque joue un deuxième tour de chanson en train de tourner. Je ne sais pas mais je me sens. De toute façon. Je cuisine du poisson simple. J'attrape des œufs du magasin, du pain je pèse sur le poêle et mange, regardant le lac. Pas de précipitation, personne à plaire. Une nuit, je m'assois sur cette chaise avec une bière, la musique basse, l'eau sombre à l'extérieur, et je me rends compte que je n'attends rien, pas leurs excuses, pas même leur colère. Je suis juste ici, et c'est la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de retenir mon souffle. Je termine la bière, éteigne le tourne-disque et me dirige vers le lit. Le matelas grinçait sous moi alors que je m'installe, le lac murmure à travers la fenêtre et je ferme les yeux en le laissant me transporter. C'est à moi maintenant, rugueux, petit, réel, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Je suis assis sur le porche de la maison au bord du lac maintenant, le bois est lissé des semaines de ponçage, une tasse de café, réchauffant mes mains tandis que le brouillard du matin roule de l'eau. Cela fait quelques mois que j'ai quitté Mara et sa famille derrière et cet endroit s'est installé dans quelque chose qui se sent comme chez moi, rugueux sur les bords, mais le mien, en quelque sorte, la vieille maison n'a jamais été. L'air est croustillant aujourd'hui, sentant comme la terre et le pain humide, et j'entends les faibles éclaboussures d'un poisson brisant la surface sur le lac. À l'intérieur, le fauteuil de la marine se trouve près de la fenêtre, les joueurs du disque, silencieux pour une fois, et les murs brillent en blanc dans la lumière douce. J'ai une routine maintenant, le café sur le porche, un peu de travail sur la maison ou un appel pour mon concert de conseil, puis la pêche ou la lecture jusqu'à ce que le soleil plonge bas. C'est simple, stable et je ne manque pas le chaos que j'ai laissé. Mais aujourd'hui est différent. Il y a une lettre dans ma poche, qui est venue par la poste hier et je ne l'ai pas encore ouverte. Je peux dire que c'est de Mara juste à la manuscrite, soignée, en bibliothèque, de la même manière qu'elle a signé nos cartes de Noël. Je le retire maintenant, l'enveloppe qui se plie dans mes mains et je prends une bouffée de ce parfum floral qu'elle portait toujours. Cela a été calme d'elle et pendant des semaines, pas de SMS, pas d'appel, et j'ai pensé qu'elle avait abandonné. Je suppose que j'avais tort. Je pose ma tasse, je me penche en arrière sur la chaise que j'ai traînée ici et je la déchire, je me se préparant à l'intérieur, les 2 pages épaisses du papier, et ces mots se déversent à l'encre noire, prudente et délibérée, Julian. Ça commence. J'ai essayé de trouver la bonne façon de dire ceci et je ne sais pas s'il y en a un, donc je vais juste l'écrire. J'ai parcouru les premières lignes, petite conversation sur la météo, l'école de Tessa, comment Delan travaille sur un nouveau projet. C'est un remplissage, et je le sais, alors j'ai sauté à la viande. Nous ne voulions pas t'éteindre. Elle écrit, vous avez toujours été si fort, si stable.
Nous pensions juste que vous n'aviez pas besoin de nous comme nous l'avions besoin. Je sais que cela semble horrible maintenant, mais c'est ce que c'était. Je m'arrête là-bas, mon resserrement de la mâchoire, et je l'ai relu, fort, stable, comme c'est une excuse pour me traiter comme un meuble sur lequel il pourrait s'appuyer mais ne jamais s'asseoir. Elle continue en disant qu'elle ne voulait jamais me blesser, que la propriété était un malentendu, qu'elle pensait que je serais d'accord avec ça parce que je ne me suis jamais plaint. Il n'y a pas de vraies excuses, juste beaucoup. Nous ne pensons pas et ce n'était pas censé être comme ça. La deuxième page devient plus douce, plus triste. Nous espérons qu'un jour vous reviendrez. Peut-être que nous pouvons être à nouveau une famille. Je le plie, le repousse dans l'enveloppe et le jette sur le porche à côté de moi. Mon café est froid maintenant, mais je le bois quand même, laissant le goût amer correspondre à la torsion de mon intestin. Je me lève, marche jusqu'au bord du porche et regarde le lac, l'eau, plate et gris sous les nuages. Revenez, soyez une famille, comme si c'est aussi simple que je pouvais oublier le portrait, les mensonges, la façon dont ils m'ont taillé de leur vie bien avant de repartir. Je pense à la vieille maison, Mara dans la cuisine, la voix de Delaney faisant écho à Hélène et Richard jouant leur partie, et c'est comme un film que j'ai regardé une fois. Pas une vie que je vivais. Je ne le manque pas. Pas les dîners où j'étais un fantôme, pas les nuits où je me suis éveillée en me demandant pourquoi je n'étais pas suffisant. Cet endroit, avec ses sols grinçants et ses fenêtres patchées, est plus à la maison que jamais. Je prends à nouveau la lettre, je la retourne entre mes mains et je marche à l'intérieur. Il y a un tiroir dans la cuisine lorsque j'ai jeté des côtes et des extrémités dans les échantillons de peinture, une clé de rechange, cette note du locataire, et je l'ouvre maintenant, glissant la lettre à côté d'une pile de cartes d'anniversaire que je gardais depuis des années. Ils sont fanés, principalement de clients ou de vieux amis, pas de Mara ou de sa famille. Je ne sais pas pourquoi je les ai tenus, mais la lettre s'y tient. Un autre morceau d'un passé que je ne porte plus. J'ai fermé l'entreprise de tiroir et c'est tout. De plus, je prends ma canne à pêche du hangar et je me dirige vers le quai, les planches solides sous mes bottes, le silence du lac, juste l'ondulation de ma ligne frappant l'eau, et je m'assois là, laissant le silence s'enfoncer. Harriet passe plus tard, son chien trottant à côté d'elle, et elle salue, appelle, attrapez tout. Je tiens un petit perchoir, souriant, et elle rit, dit, mieux que rien. Nous ne parlons pas longtemps. Elle a sa propre journée pour se rendre, mais c'est suffisant. Retour ici, je ne suis pas invisible. Les locataires hochent la tête quand ils me voient. Harriet s'arrête parfois avec le café et le gars de la quincaillerie me connaît par son nom. Maintenant. Ce n'est pas une grande vie, mais c'est le mien et c'est réel. Je pense à nouveau à la lettre de Mara. Elle, peut-être que nous pouvons être une famille et ça ne me tire pas comme ça pourrait l'avoir une fois. Je ne la déteste plus. Je ne déteste aucun d'entre eux. Ce ne sont que des gens qui ne m'ont pas vu et j'ai fini de mendier d'être vu. Les poissons ne mordent pas beaucoup aujourd'hui, alors je suis enroulée, je retourne à la maison et je commence un feu dans la fosse. À l'arrière, le bois crépite, fumé en se recroquevillant dans le crépuscule et je m'assois là avec une bière en regardant les flammes par la tombée de la nuit. Je suis dans le fauteuil, le tourne-disque tournant quelque chose lent et bas, les lettres dans le tiroir, pas oubliées, mais j'ai terminé comme un chapitre que j'ai lu et fermé. Je n'ai pas besoin d'écrire, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Ils ont eu leur coup et ils l'ont fait sauter. Des années, et je ne reviens pas pour réparer ce qu'ils ont cassé. Le lac est sombre à l'extérieur, un miroir pour les étoiles, et je penche la tête en arrière-rang. Laissant la musique remplir la pièce. C'est ma vie maintenant, petite, calme, mienne, et c'est suffisant. Je termine la bière, éteigne le joueur et me dirige vers le lit, le matelas grinçait en s'installant. L'eau est douce à travers la fenêtre, un son dont j'ai eu besoin, et je ferme les yeux en laissant me prendre en dessous. Demain est un autre jour ici, et je suis bon avec ça. Mieux que bien. Je me tiens sur le porche de la maison au bord du lac, maintenant 3 ans depuis que je me suis éloignée de Mara et de sa famille, et l'endroit semble que cela m'appartient d'une certaine manière. Rien n'a jamais fait auparavant. Le soleil plonge bas, déversant de l'orange et du rose à travers l'eau et je me penche contre la balustrade, une bière dans ma main, en regardant la lumière danser sur les vagues. La maison n'est plus rude. La peinture est fraîche, un vert profond,
le premier choisi car il correspond au pain, et les fenêtres brillent toutes nouvelles et scellées contre le vent. Le quai est solide, reconstruit avec le bon bois l'été dernier et les cours d'un jardin, maintenant des fleurs sauvages et des herbes poussant où les mauvaises herbes étouffaient tout. À l'intérieur, c'est simple, mais le mien. Le fauteuil de la marine est toujours près de la fenêtre, porté mais confortable, et le tourne-disque est assis sur une étagère que j'ai construite moi-même, en tournant un morceau de jazz qui dérive à travers la porte ouverte. Il y a un vrai lit maintenant, une table que j'ai poncée et tachée, une cuisine avec des pots et des casseroles que j'utilise. Ce fut une construction lente ces 3 années, mais chaque ongle, chaque coup de pinceau, chaque choix, c'est moi, pas eux, et c'est ce qui le fait bien. Je prends une gorgée de bière, le froid mord dans la gorge et je pense à jusqu'où je suis venu. L'activité de consultation ne se contente plus de cocher. C'est stable, assez fort pour me laisser réduire les heures et commencer quelque chose de nouveau. J'ai financé des subventions pour les enfants qui n'obtiennent pas un coût équitable, des petits, rien de flashy, mais ils font une différence, des entrepreneurs avec de grandes idées et des poches vides, des gens comme je me réchauffais autrefois sur le grain et les nuits tardives. Je l'ai également rencontré au lycée de la ville, quelques heures par semaine à parler aux adolescents des affaires, à déterminer ce qu'ils veulent quand le monde leur dit qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Ce sont de bons enfants, maladroits, bruyants, certains ont perdu, et j'aime être là, leur donner quelque chose que je n'avais pas à leur âge. Il ne s'agit pas de réparer mon passé. Il s'agit de construire quelque chose de mieux, quelque chose qui dure. L'argent n'est pas mal non plus. Assez pour garder la maison, payer les impôts, mettre un peu de côté. Je n'ai pas besoin de grand-chose, je n'ai jamais fait, mais c'est bien de savoir que je l'ai couvert sans les mains de quelqu'un d'autre dans mes poches. Le lac est silencieux ce soir, juste le doux tour d'eau et le bourdonnement des grillons commençant. Je marche à l'intérieur, je mets la bière sur la table et je regarde le manteau au-dessus de la cheminée. Il y a une seule photo encadrée là-bas quand j'ai pris l'année dernière, debout devant la maison, des clés dans ma main le jour où j'ai terminé le toit. Pas de famille, pas de modification, juste moi souriant comme un idiot parce que je l'avais fait moi-même. Mon visage n'est pas recadré ici, il est à l'avant et au centre et j'aime ça. Je n'ai pas d'autres photos. Pas de vieux coups de mariage, pas d'instantané de Tessa ou de Mara ou de. Je n'ai pas besoin de fantômes sur mes murs. Le tiroir dans la cuisine tient toujours cette lettre de Mara, celle qu'elle a envoyée en arrière, mais je ne l'ai pas regardée depuis. Je le range. Je ne les entends plus. Pas de SMS, pas d'appel, pas de message. Je prends la peine de vérifier. Tess est à l'université maintenant. J'ai entendu à travers un gars de la ville dont l'enfant la connaît, mais elle est hors de mon sou. Et c'est là que ça se termine, Mara et Delaney et le reste. Il y a une histoire que j'ai terminée, un livre que j'ai fermé et je ne retourne pas pour le relire. Je recule à l'extérieur de l'air refroidissant alors que le soleil coule plus bas et je m'assois sur la chaise. Je continue sur le porche. Harriet est toujours mon voisin. Elle est là-bas maintenant arrosant ses roses et elle pèse quand elle me voit. Nous sommes amis, je suppose, le genre qui n'a pas besoin de parler tous les jours mais que cela compte quand ça compte. Elle m'a aidé à planter le jardin au printemps dernier, à apporter des coupes de sa cour et à riz quand j'ai eu de la saleté partout dans ma chemise. Les locataires sont partis maintenant. Marc et sa petite amie ont déménagé il y a 1 an, se sont rapprochés de la ville, mais les nouveaux vont et viennent et je garde le loyer, gardez le chalet. Les gens me hochent la tête en ville, appelez-moi par nom à la quincaillerie, demandez comment a été la pêche. Ce n'est pas une grande vie, pas bruyante ou bondée, mais c'est plein d'une manière que je ne savais pas que je pouvais avoir. Je pense à la vieille maison, parfois le rire de Mara, le drame de Delaney, la façon dont Hélène et Richard ont rempli chaque pièce de leurs attentes. Mais c'est distant, comme un rêve dont je me suis réveillée. Je ne le manque pas. Il ne me manque pas. J'ai ceci à la place, le lac, la maison, les enfants. J'aide les nuits tranquilles avec une bière et une chanson. Le ciel devient violet maintenant, des étoiles qui poussent à travers, et je me penche en arrière en laissant le Chaser Creek sous moi. J'ai 41 ans et c'est ma vie, pas celle qu'ils m'ont donnée, pas celle que je les laisse prendre, mais celle que j'ai construite. Les subventions augmentent. J'ai 3 enfants qui commencent des entreprises cette année, une avec une idée de boulangerie qui a déjà des commandes alignées. Le mentorat me maintient vif, me maintient connecté et la maison me maintient à la terre.
Je pêche quand je veux, cuisine ce que j'attrape, m'assois ici et regarde les saisons changer. C'est suffisant, plus que suffisant. Je termine la bière, je pose la bouteille et je me dirige à l'intérieur, le jazz joue toujours bas. La photo sur le manteau attire à nouveau mon attention et je souris, petit mais réel, sans faille, non beauté, sans vergogne. C'est moi maintenant, et ça fait du bien. J'éteins le tourne-disque, le silence s'installe en doux et familier, et je me rends à la chambre. Le matelas plonge sous moi, les draps se refroidissent contre ma peau et je m'allonge là-bas en écoutant le lac par la fenêtre. C'est un son que je connais par cœur maintenant, un rythme qui est le mien seul. Je ferme les yeux, la journée s'éloignant et dérive, n'attendant rien, sans avoir besoin de plus. C'est ça, ma vie, ma maison, ma paix. Et comme l'eau murmure à l'extérieur,